Salut, salut. Alors aujourd'hui, je suis avec Jérôme O'Haraud. Bonjour Jérôme. Salut Johan. Salut, salut. Alors c'est vraiment, pour moi, je suis vraiment content de t'avoir aujourd'hui, surtout que tu es l'un de mes plus vieux amis du web, d'entrepreneur. On s'est rencontrés, je crois qu'on était encore étudiants ou à la fin de nos études, un truc comme ça. Ouais, on était encore étudiants à l'époque. Ouais, Ça va faire bientôt 8 ans, un truc comme ça. Ouais. c'est ça. Et c'est sympa parce qu'aujourd'hui, on va parler d'apprendre à apprendre. L'un des sujets que mon audience aime le plus et que j'aborde beaucoup. Et puisqu'on était étudiant, on était déjà aussi nous-mêmes passionnés par l'apprentissage dans nos études, mais aussi en tant qu'autodidacte. Alors, si je t'ai aujourd'hui en interview, c'est parce que justement tu lances en ce moment un documentaire. Tu as lancé un documentaire, tu m'en as parlé, puisque j'étais à Londres il y a pas longtemps, donc on s'est raté de peu, c'est un peu dommage. Mais juste avant que je parte à Londres, tu m'as dit que tu avais un documentaire en ce moment qui s'appelle Passion d'apprendre, où tu montrais justement tu as avec des experts et tout comment justement maîtriser son cerveau pour apprendre et progresser et installer de la croissance et de l'accomplissement dans sa vie. Donc est-ce que tu peux déjà en parler un petit peu tout en te présentant? Oui, alors déjà, merci beaucoup de m'inviter. Ça, c'est toujours un plaisir d'échanger. C'est vrai, on a fait pas mal de vidéos ensemble et c'est toujours super de parler de ces sujets passionnants. Et là, en particulier sur l'apprentissage. Alors, pourquoi un documentaire? Parce que avec Nicolas Isiac, mon associé, on a créé une équipe d'une vingtaine de coachs et on s'est dit quelle serait la meilleure manière de partager des techniques qui permettent d'apprendre plus efficacement, de mieux maîtriser son cerveau, de parler de neurosciences, etc. On s'est dit que on va essayer, on va faire même plutôt un documentaire. Et c'est comme ça qu'on a lancé le documentaire Passion d'apprendre, qui est en 3 épisodes. Donc le premier épisode, on creuse vraiment la plasticité cérébrale, comment on peut continuer à développer notre cerveau à tout âge. Et pour cela, on part d'une recherche scientifique que Nicolas a réalisée au CHU de Marseille. Et on a invité également une scientifique et chercheuse en neurosciences qui travaille sur la réserve cognitive, qui est un sujet passionnant. Donc ça, c'est pour le premier épisode. Pour le deuxième épisode, on parle cette fois-ci de comment apprendre grâce aux défis. Et ça, je suis sûr que c'est quelque chose que tu connais très bien Tout à fait, parce oui. que c'est vraiment en faisant les choses qu'on va réellement ancrer les connaissances et les compétences. Donc là, on est vraiment parti à la recherche de pépites chez d'autres personnes qui ont relevé des défis, comme par exemple le champion de France de lecture rapide ou certaines personnes de notre équipe qui ont relevé des défis et également un coach olympique, Eric Allard. Et Oui. enfin, donc le dernier épisode touche surtout sur les pièges à éviter quand on veut apprendre, comme la procrastination, comme le manque d'autodiscipline, le manque de connaissance de soi, etc. Donc, et surtout, bien entendu, comment y pallier, quels outils utiliser pour ne pas tomber dans ces pièges. Donc voilà un petit peu le documentaire qu'on a construit, qui est disponible en ce moment sur lasemaine.com. Super. D'ailleurs, je mettrai le lien vers le documentaire en description, sachant qu'il faut aller le voir rapidement parce que ce sera pas disponible éternellement. Et Exactement. ouais. Et donc du coup, vous pourrez aller voir tout ça. Donc après avoir écouté l'interview, vous pouvez déjà ouvrir et ouvrir tout ça. Et c'est génial que tu en parles parce que c'est vrai que on est au cœur du sujet en ce moment, notamment. Et j'ai envie que ici on focalise sur des points sur lesquels j'ai énormément de questions, notamment par rapport aux personnes qui me suivent, qui sont, et tu as soulevé très bien, qui sont la discipline. Donc, qui dit discipline, tout ce qui touche à la motivation, la procrastination, tous ces sujets clés. Il y a également, tu as parlé du fait de mieux se connaître, qui se manifeste d'ailleurs à comment gagner en clarté, trouver sa voie, etc. Et puis, bien entendu, le cœur du sujet, c'est l'apprentissage, apprendre à apprendre. Que peu importe le projet qu'on a, il faut se former, il faut apprendre. Et c'est de plus en plus difficile d'ailleurs. On le voit de se concentrer, d'apprendre, de trouver, même si on a plein d'informations, de la trouver, la sélectionner dans un environnement où ça va vite, où on est saturé d'informations, où tout va très vite. Et c'est les points que j'ai envie qu'on aborde avec toi. Et pour commencer déjà, il y a un mot qu'on entend souvent qui est le mot mindset. Donc mindset, si on traduit, c'est l'état d'esprit. Et l'état d'esprit, là on parle du cerveau. Donc clairement, le cerveau est lié au mindset. Et je pense que la plupart qui nous écoutaient en ce moment, vous avez compris à quel point le mindset est important pour réussir. Et Jérôme, est-ce que tu pourrais nous dire justement pourquoi c'est aussi important de maîtriser son cerveau et comment on peut commencer déjà à mieux comprendre cet outil formidable pour développer son mindset?
Alors, comme tu dis, le mindset, c'est vraiment la base de tout, parce que si on est, par exemple, convaincu, parce que ça touche à la fois aux croyances, aux valeurs, etc., et si on est convaincu que l'on est un bon tarien, qu'on est un bon narien, qu'on n'est pas capable de faire les choses, qu'on a une mauvaise mémoire, qu'on n'est pas créatif, etc., qu'on a un discours interne qui est destructeur, alors on va s'empêcher de se créer des opportunités et de les saisir. Je prends un exemple très concret. Si je suis persuadé que je suis nul en langue, alors je ne prendrai jamais l'initiative d'apprendre l'anglais, l'espagnol ou le japonais, par exemple. Tout à fait, Alors on est que en plein dedans en plus. J'étais à Londres il y a pas longtemps et il y a beaucoup de gens qui me suivaient sur les réseaux sociaux qui me disaient mais Johan, on comprend rien et je pourrais jamais comprendre les voilà. livres, les choses que tu montres. Et ben, moi, je prends cet exemple-là parce que c'est un exemple qui me parle personnellement parce que j'ai été pendant très longtemps mauvais en langue en tant que matière à l'école. Et c'est que si pendant longtemps, j'étais convaincu de ça, que j'étais du coup mauvais en langue parce que je n'avais pas de bonnes notes à l'école, alors que en fait, c'était pas forcément des bonnes méthodes et surtout, je n'étais pas en immersion. Et c'est vrai que maintenant, ça fait plus de 3 ans et demi que je vis à Londres. J'ai pu voyager, et toi aussi, tu as vécu aux États-Unis, moi j'ai vécu au Canada, au Japon, etc. Et forcément, le cerveau, il est immergé dans ces conditions et du coup, on s'habitue à la langue. Et c'est vrai que maintenant, je me débrouille plutôt bien en anglais. Grâce à ça, ce qui prouve que le cerveau, à partir du moment où on a le bon mindset, c'est-à-dire que l'on est convaincu que l'on puisse apprendre quoi que ce soit, à partir du moment où on s'en donne les moyens, alors on va pouvoir relever des défis qui nous permettent de développer les connaissances et les compétences pour ça. Tout Euh, à fait, puisque tout part des croyances. C'est comme Henry Ford qui disait que vous croyez que vous allez y arriver, vous n'allez pas y arriver. Dans les deux cas, vous avez raison. Donc si on n'y croit pas, on se dit on le fait pas et puis on n'apprend pas. En fait, le cerveau se verrouille. c'est exactement ça. Moi, par exemple, je ne suis pas du tout dans la production audiovisuelle, je n'ai jamais réalisé de film, etc. Et pourtant, je me suis dit, j'ai envie de faire un documentaire. Je me suis lancé le défi de faire le documentaire et là, il est produit, mais j'ai dû apprendre en avançant. Donc, c'est la démarche d'autodidacte. Mais pour cela, pour avoir cette démarche d'autodidacte dont toi, tu es vraiment un expert, il faut avant tout avoir cet état d'esprit, cette volonté de se dire que notre cerveau, il est suffisamment plastique, adaptable pour pouvoir faire face à n'importe quelle situation et développer toutes ces compétences-là. Tout à fait. Donc même si dans le documentaire, il y a des réponses à tout ça pour montrer comment développer ce qu'on appelle notamment, que tu appelles le growth mindset, donc le mindset de croissance, d'évolution, de progression. Euh, Est-ce que tu auras un petit truc, là au moins, pour commencer, un petit premier pas, une petite bille que les gens peuvent poser pour au moins commencer à déverrouiller un peu ce cerveau et s'ouvrir, pouvoir au moins faire un premier pas pour y croire et gagner confiance? Pour moi, l'une des clés les plus puissantes, que ce soit en matière d'apprentissage, en matière de mindset ou en matière même d'entrepreneuriat, c'est l'épigénétique positive. Alors, l'épigénétique, c'est un concept qui est développé en sciences assez récemment. Ça fait quelques années que ça monte, et notamment par le travail de Joël de René, que je trouve ça passionnant. Et dans l'épigénétique, on a montré que l'expression des gènes est influencée par les comportements et par l'environnement dans lequel on vit. Et c'est pour cela que, par exemple, des jumeaux identiques qui ont exactement le même patrimoine génétique et qui ont grandi et évolué dans des conditions totalement différentes vont devenir des personnes totalement différentes. C'est grâce à l'épigénétique. Alors pourquoi je rajoute le mot positif? Parce que l'épigénétique peut être à la fois destructrice, c'est-à-dire que si vous êtes dans un environnement destructeur, où on vous rabaisse, où vous êtes entouré de personnes déprimées, dépressives, qui vous maltraitent, etc., alors vous aurez beaucoup plus de mal d'avoir un mindset qui soit un état d'esprit qui soit tourné vers la réussite, l'apprentissage, l'audace, etc. Alors qu'en revanche, si vous êtes dans un environnement, dans un état d'esprit, dans des comportements qui sont positifs, qui vous poussent vers l'avant, qui vous tirent vers le haut, en vous entourant par exemple de personnes qui ont envie d'apprendre, en vous entourant de personnes qui sont entreprenantes, en vous entourant de personnes qui portent des projets et qui ont cette niaque, qui ont cet optimisme, alors vous-même, vous aurez plus de chances de développer cet état d'esprit. Et par exemple, dans cette discipline-là, l'épigénétique, on dit qu'on est la moyenne des personnes qu'on côtoie le plus. Tout Donc, à fait, oui. choisissez pas les personnes que vous côtoyez le plus souvent.
D'ailleurs, bah, c'est bien qu'on en parle puisque à l'époque où on était encore étudiant, je t'en avais même parlé et je disais, mais est-ce que c'est vraiment possible? Est-ce qu'on va y arriver à devenir entrepreneur? Et on commençait tout juste, on était ceux qui rêvaient un petit peu d'avoir leur entreprise et de bien vivre. Et c'est là que les croyances ont beaucoup joué. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est rencontrés. C'est qu'on a compris qu'il fallait qu'on aille rencontrer des personnes dans la même dynamique. Et c'est en rencontrant, en côtoyant des personnes qui étaient au-dessus de nous, qui étaient au même niveau, qui avaient cette même dynamique, qu'on a réussi à déjà briser ces croyances et puis mettre en place au fur et à mesure les petites pierres pour arriver là où on en est aujourd'hui. Et Exactement. C'est ce qui t'a ramené également à Londres là, pour cet événement, j'imagine, également. tout à fait. Pourquoi j'étais à Londres, c'est parce que justement, j'avais besoin d'aller de casser un peu ces schémas classiques et puis de m'entourer d'une dynamique. Parce qu'il y a quelque chose aussi, c'est que c'est vrai que pourquoi je suis allé à Londres, c'est que le mindset est différent sur beaucoup de points et notamment sur l'entrepreneuriat. Donc en France, ça évolue et tant mieux. J'ai fait pas mal d'événements qui étaient géniaux en France, mais il manquait un petit truc. Peut-être le petit côté décomplexé, le petit côté, on va dire. Qu'ont beaucoup les anglophones, décomplexés avec l'argent, le business et tout, qui m'a permis aussi d'aller plus loin, qui m'a permis aussi de casser certaines croyances qu'on a parfois en France et qui sont communes à tout le monde. Donc voilà, je vais pas dans les détails puisqu'on pourrait passer beaucoup de temps, mais c'est justement ça, c'est le fait de pouvoir apprendre d'autres sources, de changer d'environnement et d'avoir un environnement qui va encore plus me tirer vers le haut. Et, et puisqu'on parle de ça, il y a quelque chose qui arrive très souvent, et une question que je reçois beaucoup, et c'est d'ailleurs les problématiques qu'on a eues à cette période. Si on se dit, bon, ok, maintenant, je commence à avoir la confiance, à travailler mes croyances, à trouver des ressources, des personnes, mais waouh, je commence à avoir le cerveau qui fuse. J'ai plein d'idées, je peux faire ça, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça, mais comment gagner en clarté? Comment définir enfin c'est justement qu'est-ce qu'on doit faire le fameux comment parce que je pense que les croyances la confiance se joue beaucoup sur le pourquoi sur le sens et puis sur les déclics mais après comment on se dit bon maintenant là il faut que je focus et comment réussir à focaliser et à gagner en clarté sur le chemin à prendre. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques solutions sur ce sujet-là? Pour ma part, j'utilise deux outils, alors que je n'ai pas inventé, hein, mais il y en a un qui est assez ancestral, qui est un outil de pleine conscience, le mindfulness, qui permet de se recentrer sur le moment présent et de clarifier son esprit. Donc, pour cela, vous pouvez prendre des moments dans la journée, par exemple 3-4 fois dans la journée, où vous prenez 30 secondes à 1 minute de respiration consciente. C'est-à-dire que vous allez bien poser les pieds sur le sol, de bien poser les mains sur vos genoux si vous êtes assis, et de juste prendre conscience de votre respiration, de l'air qui rentre et qui sort par votre nez, et de laisser faire cette respiration en vous concentrant sur cette respiration. Et s'il y a d'autres pensées qui viennent, ce n'est pas grave, vous vous reconcentrez uniquement sur la respiration. Donc rien que ça, le fait de faire ça pendant 1 minute, plusieurs fois par jour, va clarifier votre esprit, va calmer le mental et va réduire le bruit que l'on peut avoir dans sa tête. Donc ça, c'est un premier outil que moi j'utilise tous les jours. C'est devenu indispensable pour moi. Et également, le deuxième outil, qui est un outil un peu moins ancestral, quoique, c'est le mind mapping, qui est un outil qui a été créé par Tony Buzan, qui consiste à créer des cartes mentales, c'est-à-dire de mettre sur papier un cheminement de pensée pour que ce soit plus clair. Donc, bon, là, on est en audio, ça va être un peu compliqué pour expliquer le mind mapping ou les cartes heuristiques, mais en gros, pour faire simple, c'est que vous réfléchissez en termes de mots-clés et sur une branche principale, vous mettez un premier mot-clé, comme par exemple le projet documentaire. Imaginons que, voilà, dans mon esprit, j'ai quelque chose qui prend de la place, c'est ce projet documentaire parce qu'il y a plein de choses à faire. Donc, j'ai une première branche documentaire et ensuite, je vais compléter cette branche avec d'autres ramifications, donc d'autres sous-branches dans lesquelles je vais dire, OK, dans le documentaire, je dois faire la première vidéo, je dois ensuite contacter telle personne pour l'interviewer, je dois également réaliser cet audio, etc., etc. Le fait de mettre tout ça sur papier avec des ramifications va permettre d'avoir une vision globale de ce que l'on doit faire à ce moment-là. Donc, ça peut être identifier plusieurs familles de tâches que vous devez réaliser, plusieurs projets. Et en ayant cette vision globale et aussi spécifique parce que vous avez des sous-ramifications, des sous-branches, vous allez pouvoir prendre des décisions plus facilement et ça va vous rassurer. En tout cas, voilà, faire des mind maps, faire des cartes mentales, mettre sur papier mes pensées,
notamment pour mes to-do list ou pour mes stratégies d'apprentissage, m'aide beaucoup à faciliter le travail de mon cerveau. Oui, c'est deux excellents conseils que tu as donnés. Donc, en gros, déjà, se poser, faire pause. Parce que quand on est tout le temps agité, quand l'esprit va dans tous les sens, c'est là la meilleure façon d'avoir la tête dans le guidon. Et c'est un peu comme la métaphore que j'aime beaucoup qui dit que voilà, si à force d'un moment, si on remue trop au fond de l'eau, il y a le sable ça devient trouble à cause du sable et tout. Et que parfois, il faut laisser un petit peu reposer, laisser le sable retomber au fond. Et là, on voit le fond et l'eau gagne en clarté. Donc, c'est vraiment le fait de laisser un peu l'esprit se reposer, se poser. Et puis, comme tu l'as dit, les mind maps, c'est un outil génial parce que c'est ce que j'utilise moi-même. Hein. Dès que j'ai un projet de livre, de contenu, de conférence, de prise de notes et tout, j'utilise le mind map. Et si vous connaissez pas, ben vous cherchez mind mapping sur Amazon, vous cherchez mind mapping dans Google et vous allez trouver plein de ressources pour l'apprendre. Et puis je pense que Jérôme aussi, tu donnes que ça soit dans le documentaire ou dans tes contenus, des outils pour aller plus loin. Et franchement, je vous dis, si vous maîtrisez pas encore cet outil, essayez. Vous allez voir que ça change la vie. Et d'ailleurs, même dans les écoles, il y a beaucoup d'écoles maintenant qui commencent à utiliser le mind mapping avec les enfants. Comme quoi, c'est vraiment un outil formidable de façon de penser. Donc voilà, on a gagné en clarté, on y voit mieux. Maintenant, le grand sujet qui vient, allez, je sais maintenant ce que je dois faire, j'ai tout mappé, j'ai tout planifié. Et le grand sujet, maintenant, mais là peut-être que je vais le faire demain, ou encore après-demain, ou encore après-après-demain. La procrastination, le manque de discipline, le manque de motivation, là c'est le gros sujet qui vient. Parce que souvent quand le mind map est très dense, on se dit, oh là j'ai beaucoup à faire, et maintenant je vois la montagne, mais comment je me motive, comment je me discipline pour commencer et surtout continuer jusqu'au bout. Quels sont tes conseils? Ça, là, il y a plusieurs choses qui sont possibles de faire sur la procrastination. Quelque chose qui marche bien, je crois que c'est Mark Twain qui disait ça, c'est de commencer sa journée par la tâche la plus importante. Comme ça, Oui, on est sûr que quoi qu'il arrive dans le reste de la journée, on aura au moins fait une chose importante. Et une chose importante, c'est quoi? C'est une tâche qui est reliée à vos objectifs. Donc, si c'est par ça, c'est le exemple, pouvoir des priorités. c'est exactement ça, c'est savoir prioriser. Donc, si par exemple, moi, mon documentaire, c'est ma priorité du moment, alors je vais faire au moins une tâche qui est en lien avec le documentaire. Parce que la procrastination, le piège, c'est quoi? Le piège, c'est la productivité. La productivité, c'est quoi? C'est d'être super occupé, c'est-à-dire de faire le maximum de tâches dans un temps disponible. Donc, on peut être hyper productif, c'est-à-dire répondre à 100 mails, faire plein de choses, des courses, etc., mais qui ne sont pas du tout reliés à l'objectif. Donc, ce sont des tâches qui ne sont pas importantes. Et lorsqu'on est dans ce piège-là, on est aussi dans la procrastination. On est très occupé, on se rassure sur le fait de faire plein de choses, alors que ces choses-là ne sont pas forcément utiles pour soi, car pas forcément reliées sur l'objectif. Donc, la base, et ça touche au mindset et à la clarté, c'est quels sont les objectifs que j'ai actuellement, qu'est-ce qui est important, quelles sont mes priorités, et qu'est-ce que je dois faire pour avancer en priorité sur les priorités, justement. C'est ça, c'est mettre des focus sur ce qui compte vraiment, déterminer ce qui compte vraiment et mettre le focus dessus pour avancer. Ouais, clairement. Et après, la deuxième astuce que l'on utilise beaucoup avec mon équipe de coach à sommet.com, c'est vraiment d'avoir ce qu'on appelle justement en Angleterre et aux États-Unis un real accountability partner. Donc, c'est un partenaire d'engagement. C'est-à-dire que je vais m'engager à faire certaines choses auprès d'un tiers, un ami, un collègue, Oui. un membre de ma famille, ce qui va faire que mon niveau d'engagement ne sera pas uniquement sur moi-même, mais aussi avec quelqu'un d'autre. Et du coup, le pouvoir d'engagement sera beaucoup plus fort. Oui, Donc, parce que le cerveau, il aime bien la cohérence. Et autant avec nous, parfois, bon, si on n'est pas très cohérent avec nous-mêmes, parce qu'on procrastine, par exemple, il va se dire, bon, c'est pas trop grave. Par contre, si on n'est pas cohérent auprès des autres, là, le cerveau, il ouais, s'enflamme. c'est clair. Oui, Ça donne une petite pression supplémentaire positive c'est ça. et ça marche vraiment bien. D'accord, ben merci beaucoup. Après, c'est vrai que c'est un sujet très vaste, hein, mais ces deux techniques-là, elles sont très puissantes. Et moi-même, je l'utilise. Hein, c'est vraiment quelque chose qui fait la différence en termes de passage à l'action. Moi, j'utilise beaucoup les focus, quelle que soit l'échelle de temps sur une journée, sur une semaine, sur un mois. Je détermine toujours le truc le plus important à faire ou à penser ou à apprendre, et je focalise dessus. Et après seulement, je passe au reste. Et bah, maintenant
Et je pense qu'il y a un sujet, l'un des piliers de passion d'apprendre, c'est apprendre. Et Mhm. justement, c'est vrai que par rapport à tout ça, quoi qu'il arrive, va falloir apprendre. Va falloir apprendre le mind map, va falloir apprendre à maîtriser son cerveau, va falloir apprendre à gérer ses priorités. Tout ce qu'on vous donne là, ça s'apprend. Et mais le gros souci, c'est que c'est vrai que là, on a donné quelques techniques, mais il y en a encore plein d'autres. Et même notre environnement à l'heure actuelle, on a de l'information de partout. On a des vidéos, on a des podcasts comme celui-ci, on a des livres, des tonnes de livres et tout. Et on est vraiment saturé d'informations à un point où c'est dur de se former efficacement, ce qui est paradoxal à une époque où ça n'a jamais été aussi facile de se former. Donc, quel est selon toi, comment faire en sorte de réussir à avoir une bonne démarche d'apprentissage dans un environnement aussi riche, abondant et dense en termes d'informations? Bah, nous, ce qu'on utilise chez nous avec les coachs, c'est la dynamique défi. C'est-à-dire qu'on apprend toujours un savoir utile. Et pour avoir un savoir utile, il faut se fixer un objectif. Donc, je prends un exemple très concret. Pour les conférences à la Sorbonne qu'on a organisées en janvier, on a fixé un objectif à toute l'équipe en disant vous devez préparer une conférence de 20 minutes sur votre sujet de prédilection pour le 28 janvier. Du coup, il y avait un délai. C'était quelque chose de spécifique parce que ils avaient un sujet très spécifique à préparer. C'était mesurable parce que c'était sur 20 minutes, un format de 20 minutes devant 150 personnes, etc. C'était totalement réaliste également ce qu'ils ont fait. Bref, on a créé un objectif SMART, Oui. spécifique, mesurable, atteignable ou ambitieux, réaliste et temporel. Et on a transformé ça en défi et on s'est dit, voilà, les ressources, les savoirs, les compétences que j'ai besoin d'acquérir pour pouvoir relever ce défi-là. Donc, voilà, moi, clairement, comment je fonctionne aujourd'hui, c'est avant de le relever, enfin, de rentrer dans une dynamique d'apprentissage, je me dis, OK, quel défi, soit je me suis fixé, soit je me fixe, que je dois relever pour y arriver, et j'ai besoin de certaines compétences. Du coup, j'entre dans une dynamique d'apprentissage. Oui, puisque en fait, finalement, pourquoi on apprend? C'est pour développer des savoirs, savoir-faire, savoir-être, savoir-faire, bref, tous les savoirs. Le but, c'est pas d'accumuler des savoirs, c'est de les utiliser. C'est ça. Bien Les sûr, sinon utiliser et les autant aller sur partager. Google. Hein. C'est ça. Donc l'idée, c'est que ça vous serve. Donc acheter des livres pour acheter des livres, faire ce qu'on appelle le syndrome du collectionneur, collectionner de l'information. L'idéal, c'est quand on l'utilise. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo dernièrement sur la prise de notes et c'est vrai que ce que tu dis, c'est un concept clé. Il faut toujours avoir un objectif derrière. Pourquoi j'apprends ça et comment je vais l'appliquer, l'utiliser. Et c'est en pratiquant, en ayant une démarche très focus, encore une fois, c'est une priorité de ce qu'on doit apprendre, qu'on va réussir à l'utiliser. C'est d'ailleurs pour ça que je pense, je sais pas qu'est-ce que tu en penses, que beaucoup parfois ont du mal avec l'école parce que souvent on a tendance à se dire j'apprends des trucs mais je vois pas comment je vais l'utiliser, je vois pas à quoi ça me sert à court terme. Parfois à tort, mais c'est peut-être pour ça aussi que parfois on a du mal à se motiver à apprendre. Donc, Clairement, le oui, fait de se donner des défis, des applications concrètes crée du sens. c'est Le ça, sens, oui. c'est la base de la motivation, qui fait partie des 3 piliers de la motivation intrinsèque de Daniel Pink. Et c'est clairement, oui, moi je pense que c'est clairement un des enjeux de l'éducation où on ne fixe pas suffisamment de défis concrets, en tout cas en France. Et c'est vrai que c'est assez différent aux États-Unis ou au Royaume-Uni. Mais on voit quand même un changement dans des écoles alternatives en France. On voit Montessori, etc., où on applique plus les enfants sur des choses concrètes et on voit une énorme différence en termes d'implication, de motivation, de persévérance et Oui. surtout de résultats. Oui, d'ailleurs, il y a un truc qui était génial quand j'étais à Londres ce week-end, c'est que après chaque conférence, on nous demandait quel est le point clé que vous avez retenu et comment vous allez l'utiliser. Et on a même Ouais. eu à la fin de cet événement un coaching de 30 minutes pour savoir comment on allait exploiter tout ce qu'on a appris et le mettre dans un plan d'action sur l'année prochaine. Donc vraiment, c'est là qu'on voit Génial. la différence de mindset où en France, on va peut-être se dire, allez, bon ok, qu'est-ce que tu vas faire maintenant en rentrant chez toi, mais on n'a pas parfois cette vision long terme de tout ce qu'on a à utiliser. Et pour aller plus loin, même je crois quand j'étais à Berkeley, on nous faisait même apprendre avant le cours, et le cours était l'application directe de ce qu'on devait apprendre chez soi. Oui. Et pas le contraire où on apprend pendant le cours, on applique à la maison en devoir. Donc c'est vrai que je pense qu'il y a parfois des mauvaises habitudes qui sont prises et que si on applique parfois des méthodes différentes, on peut réussir à mieux apprendre. Mais vraiment, ouais, retenir le concept de focus, hein, comme on l'a mis dans l'action,
Ça fait une grosse différence. Mm. Donc écoute, C'est clairement ce que j'essaie ce que je fais aussi dans mes conférences. À chaque fois, je termine sur un engagement en disant, voilà, j'ai les 3 outils que je vous ai présentés. Qui parmi vous s'engage à l'utiliser à partir d'aujourd'hui? Les gens se lèvent la main. Je les fais regarder entre eux pour qu'il y ait de la accountability partner non verbale oui. dans la salle. Et ça marche plutôt bien. Et il y a même parfois dans mes ateliers, mes masterminds, je suis encore plus vicieux parce que je les force à faire ce que tu as dit, c'est-à-dire l'engagement, s'engager entre eux en tirage au sort Ouais, pour qu'ils se rappellent après pour être sûr d'avoir tenu l'engagement. Mais c'est vrai que c'est très puissant, c'est pas la mal. preuve que même nous en tant que coach, on l'utilise pour pousser à appliquer coach et Ouais, pédagogue finalement, formateur et pédagogue. Bah exactement. écoute, merci beaucoup. C'est déjà des petits conseils clés qui peuvent être mis en pratique rapidement et tu en as encore plein dans ton documentaire et puis surtout savoir parce que là on a des petits conseils mais il faut comprendre ce qu'il y a derrière, comment le cerveau fonctionne et je crois que c'est ce que tu proposes dans le documentaire et tout ce qui va suivre. Donc je vous invite fortement à aller le voir, je vous mets le lien en description et je te remercie beaucoup Jérôme, c'est un plaisir d'avoir pu encore discuter avec toi et puis partager toute cette richesse d'informations, de voir l'évolution parce qu'on évolue aussi ensemble. Est-ce que tu aurais une dernière chose à dire à ceux qui nous écoutent, un dernier conseil ou un dernier petit truc à leur laisser? Alors, déjà, ouais, merci beaucoup. C'était un énorme plaisir aussi de partager tout ça. Et je pense que, justement, comme tu dis, plaisir. Plaisir, pour moi, c'est un mot-clé. On n'en parle pas souvent d'autodiscipline, etc. Mais si vous éprouvez du plaisir dans ce que vous faites, si vous arrivez à aimer ce que vous faites, alors vous n'aurez pas besoin de force de volonté. Vous n'aurez pas besoin de motivation. Ça sera naturel. Vous le ferez avec plaisir. Donc, C'est arrivez à ça. trouver du plaisir dans ce que vous faites. Et toi, tu parles très bien de ma gamification aussi, justement, pour ajouter cette dimension-là et vers que ce sera encore plus puissant, quel que Tout soit à le chemin. fait. D'ailleurs, il n'y a rien de plus puissant pour apprendre que le jeu. Exactement. D'ailleurs, on a fait une très très vieille Oui, interview sur le sujet, sur le flow, la ouais, gamification. Bah, exactement. allez, je la mettrai en description pour le fun si je la retrouve. Mais c'est vrai que c'est là qu'on voit que les sujets finalement, ils restent clés et ils évoluent dans leur temps aussi. Donc, bah, mettez ça en pratique. Allez, juste pour le fun, pour appliquer directement. S'il y avait une chose que tu voudrais qui s'engage à faire là, ceux qui nous écoutent, ce serait quoi? Ah, ça, c'est une bonne Bonne question. question. Eh oui, c'est pas prévu, mais c'est une bonne question. Je dirais que d'essayer de commencer à mettre en pratique cette idée d'épigénétique positive, j'en parle plus dans le documentaire pour s'ils veulent en savoir plus, en, en s'engageant à échanger régulièrement, par exemple une fois toutes les 2 semaines minimum ou une fois toutes les semaines, avec une personne de leur entourage qui les inspire. Super. Bah, vous savez ce qu'il vous reste à faire et si vous voulez savoir comment bien le faire, bah, allez voir le documentaire et en commentaire, bah, je veux que vous me disiez éventuellement, si vous le souhaitez en commentaire, dites-moi bah, est-ce que vous allez mettre en pratique? Dites-moi oui, je vais mettre en pratique ce conseil et comme ça on verra qui allait jusqu'au bout ou pas. Donc merci beaucoup à toi. Bah vous retrouverez Jérôme dans le documentaire et puis on va se retrouver prochainement encore peut-être parce qu'on se rencontre parfois de façon imprévue, parfois prévue et j'espère vraiment que ça va vous aider à pouvoir avancer, continuer et installer cette croissance dans votre vie pour bah, justement pouvoir vous accomplir au quotidien dans votre vie personnelle et professionnelle. Merci Jérôme. Merci à Merci beaucoup tous à de nous avoir toi, écoutés. avec grand, grand plaisir. Merci à tous de nous avoir écoutés. À très bientôt et puis portez-vous bien.